Hello hello, ceci est la deuxième partie de ma vidéo sur les films d'animation. En fait, j'avais 40 minutes de rush, alors j'ai coupé en 2 vidéos, comme ça je pouvais vous monter les 2 parties, vous en faire une vidéo par semaine. Voilà. Alors dans cette liste, fallait quand même que je cite un Ghibli. Et moi, mon préféré, c'est même pas un Miyazaki. Alors, chez Ghibli, j'ai quand même été de ouf marqué par Le Château ambulant. J'adore le livre aussi. J'ai été marqué par Kiki la petite sorcière et par Le voyage de Chihiro. C'est vraiment mes 3 préfs de Miyazaki. Il y en a d'autres que j'aime bien. J'ai beaucoup de mal, perso, avec Mononoke. Tout le monde est comme « Ah, c'est le meilleur !» et tout. Je suis comme non, j'ai un peu de mal. Mais ouais, mon préféré de Ghibli, c'est Souvenir de Marnie. Alors que moi, je me situe à l'extérieur. Mais je m'en fiche. Pardonne-moi! Je n'ai jamais voulu t'abandonner ou te trahir. Souvenir de Marnie, il est attaché aussi à un souvenir parce que je l'ai vu quand il est sorti au Japon. J'étais allée au cinéma, j'avais lu le bouquin en fait, When Marnie Was There, qui est vraiment très très bon. Et le film l'adapte assez fidèlement, ce qui est assez inhabituel, bon, pour Miyazaki, pas pour Ghibli peut-être. Et ouais, c'est une histoire de fantômes et de famille et de trauma sur plusieurs générations, fait de façon très très fine en fait, avec des parallèles, avec quelque chose une écriture intime. Ça parle de l'angoisse, de l'anxiété sociale, de pas pouvoir se lier aux autres. L'héroïne a quand même des crises de panique, quoi. Enfin, et elle dessine, je sais pas. Enfin, franchement, j'étais comme beaucoup d'identification, quoi. J'adore aussi la musique qu'il y a sur ce film. C'est Priscilla Anne qui a fait la chanson de fin et elle a aussi composé un petit album de chansons liées à ce film, qui sont pas dans le film mais qui sont très chouettes aussi, que j'avais chopé. C'était mon petit voyage au Japon. J'étais trop contente. Et c'est aussi lié à ces souvenirs-là, mais bref, moi, les histoires de famille, les histoires de trauma sur plusieurs générations, ça me parle de ouf. Et je sais pas, je le trouve juste beau, il y a la mer, il y a quelque chose de simple dans les couleurs, mais ça marche très bien. Et ces 2 jeunes filles qui se lient de façon très intime. Et il n'y a pas ce parasitage du grand message sur la guerre ou quoi, parce que je trouve que le château de Hurle, tel que Diana Wenjus l'a écrit, c'est une histoire aussi intime en fait. Il y a un côté familial. Et c'est très centré sur les personnages et aussi sur les clichés de contes détournés. Et Miyazaki a eu besoin de mettre une grosse guerre en arrière-plan parce qu'il a besoin de mettre une grosse guerre en arrière-plan partout. Et là, comme c'est pas Miyazaki qui l'a fait, on n'a pas de grosse guerre en arrière-plan. Et bah, quelquefois ça marche bien aussi. J'ai ensuite Brendan et le secret de Kells. Je t'ai sauvé la vie. Ça fait 2 fois aujourd'hui. J'attends de ouf le prochain film de Tom Moore, réalisateur irlandais. Il a aussi fait Le Chant de la Mer, mais Brendan, le secret de Kells, c'est son premier métrage. Et il est tellement beau! Mon Dieu! Je pleure ma vie à chaque fois que je vois ce film. Il est si beau. Ça parle d'un monastère irlandais qui est attaqué tout le temps par les Vikings. Et on suit un jeune moine là-bas. Il se lie d'amitié avec une banshee qui s'appelle Aisling et qui est vraiment très mignonne. Et enfin bon, c'est super cool en plus d'avoir ce folklore-là. Quand même une histoire familiale aussi avec l'oncle qui n'accepte pas le jeune homme tel qu'il est. Tout ça. En fait, ça parle de transmission de l'art. Puis t'as les personnages qui sont quand même assez naturels. Enfin, je sais pas, il est juste tellement beau. Et c'est fait comme un manuscrit, en fait, c'est animé comme un manuscrit. Il y a un parti pris vraiment risqué pour l'animation quand même, enfin, c'est une belle réussite quoi, c'est le fond sert la forme. La musique est super belle aussi. Je dirais que le réalisateur est plus cohérent et va plus loin dans ses thématiques dans Le Chant de la Mer, mais j'ai préféré Brendan et le secret de Kells parce que les couleurs quoi, enfin... Ah, bref. Alors, ensuite on reparle d'un Disney, deuxième Disney de cette liste. Alors, moi, je pense que mon Disney préféré, c'est Lilo et Stitch. Aujourd'hui, en ce moment. Je vais peut-être changer d'avis demain. Il était mort ce matin? C'est ce que nous avons cru. Il a été écrasé par un camion. Ouais, il me plaît. Viens, mon chien. Je le trouve extraordinaire. Il y a plein de partis pris qui sont inattendus de la part de Disney. Déjà, le cadre, le fait que ça se passe dans un monde contemporain à Hawaï, en plus, enfin bon... Et à l'époque, je pense pas que c'était parce qu'ils voulaient spécialement capitaliser sur la culture hawaïenne ou quoi. Ça avait vraiment été fait de façon un petit peu plus saine que ce qu'ils ont fait avec Moana. Ou c'était parce qu'ils ouvraient un parc à thème dans les îles polynésiennes. Je sais plus où exactement. Mais bref, ouais, il y a ce choix-là. La SF, ils faisaient pas mal de films de SF. Il y avait eu du coup Atlantide, l'Empire perdu, il y avait eu La planète au trésor, et puis donc Lilo et Stitch. Je sais pas, ils ont eu une phase où ils ont voulu essayer la SF, et bon, moi je trouvais pas ça mal. Et puis les designs des personnages.
on voit jamais de personnages féminins dessinés comme ça chez Disney, quoi. C'est vraiment incroyable comme design, je trouve ça super cool. Et ouais, je pense ce film, la plupart des gens qui le kiffent sont super fans de Stitch, et je pense que c'est un personnage efficace, touchant, qui a une belle progression. Mais moi, ce que je trouve incroyable vraiment dedans, c'est Lilo. C'est rare de voir un personnage d'enfant aussi bien écrit, et tu t'attendrais certainement pas à voir un personnage d'enfant aussi bien écrit chez Disney, quoi. Genre... Enfin, elle est ouf. C'est un enfant vraiment traumatisé, quoi, qui se débat comme il peut dans un cadre, disons, pas très stable, quoi, et qui a ces espèces de pulsions agressives. Et ça sonne tellement vrai, quoi. Et c'est tellement brut et touchant et bien retranscrit, et genre vraiment sans cette espèce de lissage Disney Channel, tous les enfants sont des anges ou des petites pestes, mais genre vraiment un très beau personnage, et son acting, Lilo est tellement cute, elle a tellement des bonnes lines, et des bonnes lines qu'un enfant pourrait sortir, un enfant intelligent et un peu bizarre, quoi, mais tous les enfants sont un peu bizarres, enfin, ce genre de passion chelou qu'elle a, enfin, désolé, mais les enfants ont des goûts chelous, quoi, et ouais, enfin... Les moments où elle surfe aussi sont très très beaux, avec la mer, les décors, avec un effet un peu aquarelle, la façon dont c'est mis en couleur, enfin c'est super beau. J'adore ce film, j'adore le personnage de Lilo, elle est vraiment incroyable. Et ça vient de Disney, quoi. C'est ça que je trouve le plus ouf, quoi. Que Disney ait cette honnêteté. Il y a en plus un discours assez intéressant qui a été glissé dedans, anticolonial, quoi, contre le fait que Hawaï devient une espèce de parc à thème, un lieu pour les touristes et tout ça. Il y a un moment qui a été supprimé où Lilo pète un câble contre les touristes qui viennent sur son territoire. T'as des chansons qui ont été choisies, qui sont très symboliques, quoi, et enfin... C'est vraiment fort et inattendu. Ouf. Alors on va passer aux 3 derniers. Je pense quand même que là c'est mon top 3 animé. C'est pas forcément des films que je vais saluer pour leur qualité d'animation d'ailleurs. On va commencer par... Allez, La Dernière Licorne. Je serai la seule licorne qui reste. Est-ce vraiment possible? Oh. Mais où étais-tu? Ça est basé sur un bouquin que j'adore de Peter S. Beagle. Et j'ai découvert ce film, genre, après le lycée. J'ai eu une phase où je voulais redécouvrir des films d'anime assez méconnus, et donc j'ai découvert celui-là via DeviantArt. Il y avait des gens qui étaient fans de Lady Amalthea. Je trouve ce film tellement chouette niveau design. C'est un film américain, mais qui a été animé au Japon. Je suis pas chez moi, mais j'ai une pote qui m'a acheté un des celluloïdes du film. J'en pouvais plus, quoi. C'était genre... Oh, il est vraiment très très joli. Et l'animation est très limitée, mais pareil que pour La Petite Sirène de la Toei, en fait, il remplace ça par des designs très efficaces, enfin, il compense ça par des designs efficaces. Et franchement, le chara-design, on dirait des sortes de miniatures médiévales, en fait. C'est vraiment très très joli, très très fin. Les forêts, les images de forêt sont inspirées de tapisseries, quoi, c'est super beau. Une histoire donc de dernière licorne qui va chercher les siennes, qui rencontre sur son chemin le magicien Schmendrick et... j'allais dire Schmilblick, le magicien Schmendrick et Molly Grew, la femme d'un brigand. Et en fait, ça aborde comme ça, de façon un peu légère en apparence, des thèmes philosophiques très profonds. En fait, basiquement, à travers plusieurs exemples, on a la question de qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie, en fait, comment est-ce que on deal avec la mort et avec l'absence de mort. Parce qu'on a 2 personnages immortels qui sont coincés dans leur position. Tu as la dernière licorne qui est immortelle et donc qui ne connaît pas le regret, parce qu'elle ne connaît pas la fin, en fait, et qui va, en se liant avec les humains, en expérimentant une apparence humaine, comprendre ce ressenti-là et devoir porter ça, en fait, pour l'éternité, parce qu'elle est éternelle. Et Schmendrick qui est bloqué dans son éternité parce que... il est nul, en fait, son maître magicien l'a rendu immortel tant qu'il ne devenait pas un bon magicien. Et c'est pareil, c'est une malédiction parce que tu as une éternité devant toi, mais tu ne peux rien faire de bien, en fait. Et, enfin, 2 personnages vraiment intéressants et complexes. Symboliques, mais complexes, en fait. Et puis tu as tous les vivants qui sont bloqués dans les attentes qu'ils avaient, comment est-ce qu'ils veulent vivre, comment est-ce qu'ils veulent mourir. Tu as le roi qui ne trouve aucune joie dans la vie et qui... la seule joie qu'il trouve, c'est de... capturer les licornes et les voir dans les vagues, c'est dans les vagues de l'océan parce qu'il les coince dans la mer, c'est super beau, enfin, cette image-là, quoi, le seul moment de joie qu'il ait. Et c'est un roi sans divertissement de Pascal, enfin, en fait, un roi sans divertissement, c'est un homme malheureux quand même. T'as Molly Grew, qui est une femme qui attendait donc la visite de la licorne quand elle était jeune et qui l'a attendue toute sa vie, qui est restée bloquée là-dedans.
T'as Mommy Fortuna qui veut accéder à l'immortalité en étant détestée en fait par un être immortel. Elle capture des êtres immortels pour pouvoir les marquer de son sceau en fait. Et c'est cette mort-là, c'est son immortalité. Parce que du coup, elle capture une harpie qui la tue. Mais comme cette harpie va garder son souvenir, je vous spoil tout, mais franchement, c'est juste que c'est symbolique en fait. Donc je pense pas que ce soit important de pas savoir. C'est pas basé sur la surprise. C'est vraiment basé sur comment on réfléchit à toutes ces thématiques après. Il est tellement beau ce film, tellement complexe, tellement bizarre et tellement cohérent en même temps. Je sais pas, je trouve que c'est un miracle en soi et j'adore le texte de Peter S. Beagle quoi. Qui est un peu plus satirique pour le coup, parce qu'il ajoute des anachronismes, des petits jeux. Sur les références un petit peu à la Pratchett, mais en plus simple. La dernière licorne, ça marquant quoi. Ensuite, Princesse arrêtée c'est Sunao Katabushi. Plus tu tenteras de discuter avec eux et plus tu seras amené à te détester toi-même. Je le connaissais avant qu'il ressorte en DVD, parce que je sais pas, il traînait sur YouTube. Quelquefois, il y a des films comme ça. Et il a fait Dans un recoin de ce monde, je crois. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître en France et qu'on a eu la sortie de Princesse arrêtée en DVD, enfin, depuis les années que je l'attendais. C'est basé, apparemment, Princesse arrêtée, sur un livre féministe. Et c'est la première fois que j'ai vu un récit féministe, en fait. Le fait qu'une leçon féministe soit intégrée à l'histoire, qu'il y ait ce discours-là dans l'histoire. Bon, à part ça, je vais développer sur ça, mais que dire des forces de ce film? Les designs sont très efficaces, c'est simple mais c'est très efficace. L'animation, pareil, c'est sobre mais ça marche très très bien. La musique, on a une chanson d'Origa sublime. La réalisation est efficace, c'est très très cohérent. T'as pareil des machines volantes, c'est très typique de l'animation japonaise. Le récit, c'est une jeune princesse du coup active, intelligente, qui se fait capturer par un magicien qui en fait une princesse parfaite. Donc une princesse parfaite ne parle pas. Et chez le magicien, elle se lie d'amitié avec une femme et elle se libère toute seule en fait. Et tu découvres que le magicien est issu d'une vieille civilisation qu'il fétichise. Bref, juste le récit est féministe et d'une limpidité. J'avais écrit un article suranalysant le truc à l'époque, mais je pense que c'était donc au début des années 2010 quand je commençais à avoir ces questionnements féministes et c'est le premier récit qui intégrait cette problématique à sa narration que j'ai vue et je l'ai trouvé vraiment efficace et vraiment jolie, juste avec des belles qualités artistiques en plus quoi. Donc c'était la première fois que j'étais comme je peux aimer quelque chose sans me dire ah mais il y a ça, ah mais il y a ça. Et du coup ça m'avait fait super plaisir de découvrir quelque chose comme ça. Et donc que c'était possible d'intégrer, de réécrire un conte de fées féministe en fait, et que ce soit pas badant, que ce soit pas lourd, que ce soit pas pontifiant, bel exemple. Enfin, ça c'est pareil, cassette à 5 francs que ma mère a acheté, qui m'a tellement, retourné la tête quand j'étais enfant. La Reine des Neiges de Liav Atamanov. Ariel, c'est à moi. Déjà, La Reine des Neiges, c'est un de mes contes préférés de Anderson, il est incroyable. Et donc ils ont un peu simplifié, l'adaptation russe est un peu fidèle, mais ils ont un peu simplifié. Par exemple, il y a cette histoire de miroir du diable est pas trop développée, et puis ils ont ajouté un narrateur. Mais Disney, tout le monde est comme La Reine des Neiges, c'est trop féministe, machin, mais je suis désolée, le conte est 1000 fois plus féministe. Si on va par là, parce que peut-on parler de féministe, c'était Andersen, c'était le 19e siècle, est-ce qu'il était féministe? Je ne sais pas. Andersen était queer par contre, ça c'était sûr. La Petite Sirène, il y a des métaphores queer, et je pense que le fait qu'il y ait autant de femmes dans La Reine des Neiges, c'est pas un hasard non plus. Parce que La Reine des Neiges, c'est que des femmes. Les opposantes sont des femmes, les adjuvantes sont des femmes, l'héroïne est une femme qui sauve un garçon, qui fait un voyage, qui accomplit des prouesses physiques, qui en même temps est saluée parce qu'elle a des valeurs morales de care, donc elle est le whole package. Héroïne parfaite, Gerda dans La Reine des Neiges, et il y a plein d'héroïnes dont on a envie de savoir les histoires, qui la rencontrent. Il y a une princesse super intelligente, qui voulait choisir un prince aussi intelligent qu'elle, mais qui a galéré de ouf. T'as la fille d'une chef des voleuses, en plus la chef des voleuses est une meuf, et puis sa fille, il y a sa fille voleuse là, qui a grave un crush sur Gerda, t'as toutes les vieilles, la Laponne, la Finnoise qui croisent Gerda, que des femmes qui aident Gerda. Et t'as cette figure de la Reine des Neiges, froide, impitoyable.
Je pense, on m'a fait la remarque quand j'ai publié mon AMV sur La Reine des Neiges, j'en ai fait un, que La Reine des Neiges a un design qui ressemble à White Diamond dans Steven Universe. Je me demande s'il n'y a pas une inspiration d'ailleurs. Il faut voir, faut voir. Un film russe, j'ai fait des études de russe et des études spécifiquement sur l'animation russe, je pense, parce que j'ai eu accès à ces films-là. Pareil, il y avait d'autres moyens-métrages sur la cassette, il y avait La Princesse Grenouille, sublime aussi. Mes cousines avaient des cassettes russes parce qu'elles avaient vécu en Russie, il y avait les Winnie l'ourson russe, il y avait plein d'autres trucs. Des designs inspirés des arts déco super beaux. Russalotchka aussi, la petite sirène russe. Bref. Mais le film de Lev Atamanov, lui, ça s'éloigne un petit peu des arts déco. Enfin, il y a des trucs un petit peu inspirés art déco russe dans les décors, mais c'est surtout des personnages au design très simple, épurés à la Disney, quoi. Mais un acting tellement bon et sincère. Enfin, Miyazaki, pareil, a été inspiré par ce film, il en a parlé, et il a dit que ce qu'il trouvait très très beau, c'est ce film qui lui a donné envie de faire de l'animation, c'était cet acting, que les personnages soient si expressifs. Mais il y a une scène, la voleuse se fond en larmes, et c'est déchirant. L'animation est tellement belle à ce moment-là. Wow. Moi, je chiale quand je le revois, en fait, c'est genre automatique. Même s'il n'y a pas le son, je suis comme oh, ouch, mon petit cœur, mes feels, ça fait trop mal. Mais ouais, je me rappelle que quand je l'avais vu gamine, j'étais comme, limite, mais où sont les garçons, quoi? Il y en a genre 2 dans l'histoire. C'est que des meufs partout. Et ça fait trop du bien. Franchement, l'anime est très joli pour l'époque. Ça date des années 60, quoi, en Russie, donc ils n'avaient pas non plus forcément les mêmes moyens. Et ouais, enfin... c'est juste un beau film avec plein de personnages féminins, peut-être un peu simple aujourd'hui, mais... Bref, c'est la fin de cette vidéo, mais c'est cool parce que c'était que du plaisir, que de la joie de vous parler de tous ces films. Ça m'a fait du bien. Je vous retrouve fort vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien, et tout. Voilà. Et regardez ces films-là. Franchement, allez, jetez-y un œil. Ils sont bien, ils sont vraiment bien. Hello. Alors, comme d'habitude, petit générique, petite pub habituelle pour mon Utip, mon Patreon. Vous pouvez passer, regarder une pub si vous avez du temps de cerveau disponible pour moi, ou il y a d'autres moyens de me soutenir. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore tourné la vidéo suivante. Je ne sais pas si je vais vous reparler de films d'animation la semaine prochaine, si je vais vous parler d'un film d'animation en particulier, ou si je vais vous parler d'un film tout court. J'hésite, je me tâte, on va voir, c'est un peu la surprise. Mais de toute façon, vous aurez la réponse la semaine prochaine sur la fin de mes réflexions. Alors, à très vite.